pas loin de ces bureaux, à la relance des activités de la SICOMIN, faisant suite à la signature que vous avez vue il y a quelques jours devant le président de la République d'un avenant qui permet à la République démocratique du Congo d'engranger de profits qu'il aurait déjà dû engranger bien avant, de l'ordre de 7 milliards de dollars à peu près. Vous vous souviendrez que nous avions eu l'occasion d'aborder les sujets ici, dans un briefing avec le ministre des Infrastructures, le ministre d'État, les DIRCABA ECOFIN du président de la République, ainsi que l'inspecteur général de finances. Ce soir, nous voulons plutôt, non pas revenir dans les détails de ces contrats, mais nous voulons plutôt faire la présentation d'une structure qui est née des cendres du bureau chargé du suivi du programme sino-congolais. Et donc ce soir, nous allons faire un gros plan sur les activités de l'agence de pilotage, de coordination et des suivis de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires extérieurs APCSC en SIG. C'est assez long. Et donc j'ai les privilèges de recevoir son directeur général, M. Chimbo Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus sur votre structure qui pilote justement les conventions conclues par le gouvernement, mais principalement, on a vu hier la relance des activités de la SICOMIN qui a été présentée il y a presque 15 ans comme une réponse à nos besoins d'infrastructure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire au sujet de votre structure et ce qu'il en est exactement en termes de collaboration avec notamment le groupement d'entreprises chinoises? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui par cette plateforme de présenter l'APCSC, cette structure. Déjà, je dois vous féliciter parce que vous avez été capable d'en dire le nom complètement. L'APCSC, donc, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps, Son Excellence, Monsieur le Président, était ici dans cet exercice de redevabilité et il avait parlé d'une structure au nom compliqué. Eh bien, la structure au nom compliqué, c'est celle que nous avons l'honneur de diriger. La PCSC, l'agence de pilotage donc, est une structure, comme l'a dit Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication, qui est née des cendres du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. C'est quoi la PCSC? Pour la petite histoire, lorsque, en 2006, après des élections contestées, assez tumultueuses, la République démocratique du Congo, le gouvernement, a voulu gagner le pari de la modernisation, le gouvernement congolais s'est tourné vers des partenaires étrangers pour essayer de moderniser les infrastructures, pour refaire les infrastructures du pays. On s'est tourné vers plusieurs partenaires occidentaux qui ne sont pas venus. Je vais faire une parenthèse ici pour dire ceci, que pour le développement des infrastructures d'un pays, nous avons plusieurs sources. La première source pour développer les infrastructures d'un pays, c'est notamment tout naturellement le trésor public. Or, nous savons que le trésor public n'en a presque jamais assez. C'est pour cela que notre pays n'a jamais été capable de construire ces infrastructures. La deuxième source, on se tourne vers des bailleurs de fonds, Banque mondiale, BAD, etc. Et nous savons qu'à ce niveau aussi, il se pose un problème, c'est que ces gens ne viennent pas vite. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, nous avons des projets qui, depuis une dizaine d'années, par exemple, attendent l'intervention de la Banque mondiale. La troisième source, c'est maintenant se tourner vers des partenariats publics-privés où l'État ou la puissance publique appelle la participation des privés pour lui permettre de construire des infrastructures. Et c'est dans ce schéma-là, justement, que ce paradigme est né parce que maintenant, dans le partenariat public-privé, il y a des problèmes de garantie, il y a le problème aussi de la dette publique. Et pour éviter de tomber dans la dette publique, on est parti dans le système le paradigme d'infrastructure, des minerais contre infrastructure. Et là, les puissances, les économies occidentales n'ont pas voulu venir. C'est là où la Chine, le groupement d'entreprises chinoises plutôt, a répondu et est venu en 2008 et a pris 2000 noyés de la Gécamine pour faire ce qu'on a appelé le contrat du siècle, le contrat chinois, c'est-à-dire deux volets.
Un volet, le projet minier, et l'autre volet, le projet d'infrastructure. L'objectif étant d'utiliser le projet minier comme plateforme pour le paiement des infrastructures. Alors, maintenant, lorsque les choses ont évolué, le gouvernement congolais a trouvé que ça ne valait pas la peine de concentrer tous ces efforts à une seule convention, un seul programme, parce que c'est de cet accord de 2008 qu'est né ce qu'on connaît comme le programme sino-congolais aujourd'hui. Alors, on a étendu maintenant, on a créé on a innové en créant une structure qui peut maintenant reprendre ce paradigme, mais ne pas le garder seulement limité à un seul programme, mais l'étendre à plusieurs programmes, à plusieurs conventions, à plusieurs domaines, à plusieurs projets, et pas seulement à un seul partenaire, à plusieurs partenaires. De telle sorte que la structure que nous conduisons aujourd'hui a donc vocation de piloter, c'est-à-dire initier, manager des projets colossaux, des partenariats publics-privés de l'ordre d'un minimum d'1 milliard qui interviennent dans le domaine justement des infrastructures et des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous ne sommes plus limités aux Chinois. Nous avons la latitude aujourd'hui de parler à des partenaires américains, à des partenaires émiratis, à des partenaires, à n'importe qui. Et nous ne sommes plus limités seulement au programme sino-congolais. Nous sommes appelés à être l'interface du gouvernement congolais dans toutes les conventions de collaboration. Voilà un peu l'APCSC, la structure qui, donc, si comprise et proprement accompagnée, devient donc ainsi le trait d'union entre le potentiel que nous avons en ressources naturelles, parce que je voudrais dire, Monsieur le ministre, que dans le cadre de l'APCSC, on ne se limite plus qu'aux minerais. On s'est étendu sur toutes les ressources naturelles. Entendez les minerais, les hydrocarbures, les terres arables, le crédit carbone, les forêts, les eaux. Et donc, tout ça, ce sont des ressources naturelles que nous devons valoriser et mettre à profit pour construire ou pour faciliter la construction des infrastructures de notre pays et faciliter ainsi son développement. Alors, vous n'êtes donc pas une agence de trop, pour répondre à ceux qui critiquent pas du tout, excellent. Nous sommes au contraire, nous sommes une agence dont l'importance est capitale. Nous ne sommes pas une agence de trop, on coexiste très heureusement avec les autres que nous avons trouvés, mais nous avons cette spécificité que nous sommes vraiment le trait d'union. Depuis longtemps, on a entendu, on a grandi dans cette affirmation que le Congo est potentiellement riche, mais il est effectivement pauvre. Et maintenant, le Congo a dit non, nous devons créer une structure qui va justement avoir des attributions transversales qui peut nous emmener à résoudre ce paradoxe d'une extrême richesse naturelle et d'une extrême précarité d'infrastructures. Donc, comprise ainsi, notre agence n'est pas une agence de trop, c'est une innovation qui n'a jamais existé. Alors, il y a une question, parce que tout à l'heure, vous parlez du projet du contrat chinois. Hier, on a vu la relance des activités de la SICOMIN. Après quand même quelques mois de crise, comment pensez-vous alors repartir de bon pied là où il y a eu des soupçons, notamment du côté congolais, parce que la partie chinoise n'avait pas pleinement rempli sa part du contrat? Oui, effectivement, il y a eu des problèmes assez criants. Je me souviens que c'était au mois de février de l'année 2023 que nous avions tenu une conférence de presse avec monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Joël Alikété. Et après, il y a eu cette période, ce pari, par un principe simple. Le principe, c'est que les structures existent, mais ce sont les hommes qui les animent. Lorsque vous prenez des hommes qui ont une conscience déterminée pour accompagner le développement du pays, lorsque vous prenez des hommes qui sont déterminés, qui prennent ça comme un objectif personnel, ça change. Parce que le problème, c'est vrai, les Chinois ont fait leur part, ils ont vraiment fait leur part. Il y a eu beaucoup d'inconsistances. Mais l'homme congolais lui-même a été au centre de beaucoup d'inconsistances, de beaucoup de scandales. Et donc, nous venons, tout ce que nous offrons, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas le voir, mais ce que nous offrons, c'est une philosophie différente. Là, on va se rassurer que les prix
la vérité de prix est vraiment de mise. Nous allons nous rassurer que les ouvrages sont vraiment d'une bonne qualité. Nous allons nous rassurer, c'est ça notre travail d'ailleurs, que cette convention fonctionne ou opère dans le strict respect de l'esprit de la convention. Voilà, merci beaucoup pour vos mots introductifs. J'espère que cela a suscité des questions du côté des médias. Je veux donc m'y tourner du côté des journalistes pour récolter quelques questions, évidemment, pour avoir des éclaircissements, notamment sur, on a vu l'impressionnant barrage de Boussanga. Et donc, comme vous allez vous charger de tout ça, on va commencer cette série de questions avec Liévin. Ma deuxième question sera celle-ci. Avez-vous un personnel qualifié, par exemple, pour faire les suivis des travaux? Je prends aussi les cas des routes qui seront construites par les Chinois par rapport à l'avenant qui venait d'être signé. Avez-vous un personnel qualifié qui peut bien faire les suivis des travaux sur le terrain, les travaux des routes notamment? La deuxième question, c'est celle-ci. Votre agence a-t-elle le pouvoir de rompre une convention signée par la RDC avec un partenaire? Ou encore, peut-elle traduire en justice un partenaire? Merci beaucoup, M. Liévin. Je réponds déjà à la première question, si on a un personnel qualifié. En fait, la République démocratique du Congo a des structures qui sont qualifiées et que nous allons mettre à profit pour le suivi technique des ouvrages exécutés dans le cadre de cette convention. Je vais par exemple, je m'en veux pour exemple la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux. En fait, la CGT a été créée a été créée dans le cadre du programme sino-congolais. Aujourd'hui, la CGT est cooptée par le ministère des Infrastructures comme maître d'ouvrage délégué, mais la CGT, c'est notre bras technique. Donc, au lieu de chercher un personnel qualifié pour le contrôle, nous avons déjà notre bras technique, la CGT. Et comme j'ai dit, c'est une question de philosophie. Nous avons aujourd'hui un leadership conséquent avec le nouveau directeur général Nico Nzaou, qui donne des signes qui sont très prometteurs. Nous avons régulièrement des briefings et nous sommes déterminés à changer la face de ce programme. Nous voulons vraiment nous rassurer que la République démocratique du Congo reçoit les infrastructures qui sont programmées dans le cadre de ce projet. Mais nous n'allons pas nous limiter qu'à la CGT, parce que comme je vous ai dit, la CGT est déjà cooptée comme maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures qui gère la politique gouvernementale des infrastructures. Mais nous allons aussi étendre notre contre-expertise jusqu'à une signature des protocoles d'accord avec des centres, avec des entités de contrôle technique, même si ce sont des entités indépendantes. Question d'avoir une contre-expertise, parce que vous savez, nous avons toujours soutenu que l'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. Lorsque vous mettez le programme... L'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. On ne peut pas, si vous laissez un programme comme celui-ci sur autopilote, vous appelez les dégâts. Alors la deuxième question, si nous avons le pouvoir de rompre, je vais déjà vous dire non, nous n'avons pas le pouvoir de rompre. Cette convention de collaboration est passée jusqu'au Parlement. Nous avons le rôle de le suivre et de recommander des améliorations, parce que la convention, d'autant plus que la convention elle-même prévoit un cadre de concertation à l'amiable pour éviter des dissensions. Donc c'est une convention qui est ouverte. Je veux par exemple vous dire qu'on a signé le jeudi devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'avenant numéro 5. Donc il y a eu 4 avenants avant l'avenant numéro 5. Et les 4 premiers avenants n'ont été initiés que par la partie chinoise. Donc nous avons la latitude, nous, je peux dire, s'il faut prendre le principe de réciprocité ou d'équilibre, nous avons encore 3 avenants que nous sommes en droit d'initier. Et donc on fait tous ces équilibrages-là, mais nous, en tant que votre agence de suivi, nous n'avons pas le pouvoir de rompre cette convention-là. De toute évidence, si je peux me permettre un petit commentaire à ce propos, lorsque nous accompagnions le président de la République en Chine en mai de l'année dernière, il a été convenu de porter d'abord la relation diplomatique avec la Chine à un niveau supérieur, stratégique, mais aussi il a été convenu entre les deux chefs d'État que tout différend qui interviendrait entre
une entreprise chinoise, n'importe laquelle, on privilégierait justement de voie à l'amiable. C'est pour ça qu'il faut saluer le travail qui a été fait, parce que nous savons que les Chinois sont durs en affaires et le président de la République a été assez ferme sur le sujet. C'est ce qui nous a permis de dégager les 7 milliards qui vont servir à des projets de route. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Effectivement. On va prendre la question de M. Jacques Moulouba. Je vais demander au journaliste Patrick Local d'avancer vers le micro pour la prochaine question. Merci, Monsieur le ministre. 2 petites questions au directeur général. La première, je crois que Liévin l'a effleuré, mais je vais être plus concret. Monsieur le directeur général, dans l'opinion congolaise, on a tendance à penser que les œuvres ou les produits des Chinois sont de 3 qualités. La première, la bonne, la deuxième, la moyenne, et la troisième, la moins bonne. Alors nous étions habitués ici à voir les Chinois construire des routes, mais après un temps, après 8 mois, après 1 année, toutes ces routes-là sont défoncées. Alors, quand vous avez signé les avenants, c'est en fonction de quelle qualité? La première qualité des routes, ou comment faire pour que nous ayons cette fois-ci des infrastructures de qualité et qu'au bout d'un temps, que nous ne puissions plus nous plaindre par rapport à ce qui se fait. La deuxième question, c'est au lendemain de la signature de l'avenant numéro 5, au niveau de l'espace Katanga, il y a des voix qui s'élèvent déjà, notamment la société civile, qui estime que quand on doit se rendre compte des routes qui doivent être construites, c'est l'espace Grand Kasaï et l'Équateur qui sont les plus privilégiés. Et que, je ne sais pas, vous allez nous le préciser, et qu'au niveau de l'espace Katanga, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, dans ces investissements, vous savez que la population locale doit se retrouver à travers des œuvres à caractère social. Et s'il y a des premiers bénéficiaires de ces infrastructures, ça doit aussi être les populations locales. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez la cartographie de toutes ces routes-là qui doivent être construites à travers le pays? Est-ce que l'espace Katanga est aussi servi? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à cette population qui commence déjà à mal penser du projet? Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Jacques? Jacques Moulouba. Ah, monsieur Jacques Moulouba. Merci beaucoup pour vos 2 questions. Déjà, je vais commencer par la première question de la qualité. Vous savez, monsieur le président de la République, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, est parti en Chine et nous étions parmi les gens qui l'accompagnaient. Il a dit ceci. Il nous l'a révélé par la suite aussi, lorsqu'on était même avec la partie chinoise, lors de la signature de l'avenant. Il est parti avec une préoccupation. Et il a exprimé à son homologue chinois qu'il était vraiment sérieusement dérangé de ce que le produit chinois était perçu de cette manière ou de manière aussi péjorative dans notre marché. Et il a même dit que je ne pense pas que l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur qui était ici m'avait compris. Parce que ici, lorsqu'on parle de chinoiserie, on parle des produits de qualité médiocre. Et c'est justement ça a été ça son combat et son message. Il leur a dit, je veux qu'on rééquilibre les choses, je veux qu'il y ait une bonne qualité, de manière à ce que même votre image dans notre pays soit lavée. Alors, maintenant, il appartient à nos partenaires chinois de livrer un produit de bonne qualité, mais il nous appartient à nous de les suivre. Parce que quelqu'un ne peut pas venir chez vous, vous imposer un produit d'une mauvaise qualité et vous laissez faire. Donc il y a la complicité de la partie congolaise. Mais quant à nous, nous avons reçu des instructions claires. Monsieur le Président est déterminé à ne plus avoir des routes biodégradables, à ne plus avoir des routes à usage unique. La qualité devra être une qualité top. Ça veut dire que nous n'allons plus avoir, c'est vrai qu'en termes de routes, je ne suis pas un ingénieur, mais nous savons que les routes, la livraison d'une route est toujours suivie d'un plan d'entretien, un plan de maintenance. Et ça, c'est une autre question. Mais quant à la qualité pour la construction, nous avons été instruits. Et le chef de l'État est déterminé à ce que la qualité soit la qualité numéro 1. La deuxième question, c'est celle de l'espace dans lequel se situent les projets. Il y a plusieurs listes qui circulent, mais la liste dans le cadre du programme sino-congolais, qui sera présentée incessamment
à la partie chinoise pour la sélection des routes qui seront sélectionnées n'est pas encore définitive. Mais, d'une manière générale, selon les orientations de l'autorité, nous pouvons vous dire que la volonté du président de la République est de voir la route nationale numéro 1 reliée de bout en bout. La route nationale numéro 1, c'est la route nationale qui va de Banana, de Mwanda, jusqu'à Sakania. Et vous comprenez que c'est une route qui traverse déjà. À l'heure actuelle, cette route est praticable à partir du Congo central, traverse Kinshasa, traverse le Bandundu, entre dans le Kasaï central, s'arrête au niveau de Kamwesha, où les travaux commencent vont commencer jusqu'au niveau de Kananga. De Kananga, il y a des problèmes. Ça va jusqu'à Mbujimai, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et puis à partir de Mbujimai, on va à Mweneditu, là où nous avons lancé, il y a une année, dans le cadre du programme sino-congolais, la réfection de ce tronçon-là. Et maintenant, avec dans le nouveau projet, on va prendre à partir de Mweneditu jusqu'à Ngouba, près de 900 km, 888, je ne me trompe pas, kilomètres. Or, peut-être qu'il faut préciser Ngouba se situe où? Ngouba se situe justement dans l'espace du Grand Katanga. Donc cette route, ces projets auront l'avantage, journalistes. Ce qui va se passer, c'est que les minéraux du Katanga ne vont plus traverser 2 ou 3 pays pour faire 2600 km de Katanga à Durban, mais ces minéraux vont commencer à prendre notre autoroute à moins de 1800 km, arriver à notre port en eau profonde à Banana, et l'argent qu'on pouvait laisser dans les péages ou dans les frontières des pays étrangers, cet argent reste dans notre pays. L'espace Katanga sera utilement servi avec les projets tels qu'ils sont en train d'être conçus. Pour petit rappel, le jour de l'investiture du président de la République, le 20 janvier, dans son discours, il a parlé évidemment des 7 milliards que nous récupérions de ce contrat chinois, qui sera affecté au désenclavement du pays. Désenclavement. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à relier les 4 coins de la RDC. Et je souhaiterais justement, dans ces cadres-là, avoir les schémas. Parce que j'ai discuté en attente de l'activité d'hier avec, je pense, le DG Nikonza de la CGT, qui m'expliquait que l'ambition du président de la République pour ce mandat, en tout cas pour ce qui concerne les grands travaux, c'est d'arriver à relier Banana, Ngouba en véhicule. Ouais. C'est 900 km de route. Et normalement, ça doit se faire en 10 ans. Mais avec la volonté exprimée par le président de la République, les techniciens, je ne vends pas un secret, sont en train de travailler ils envisagent de travailler avec plusieurs ateliers. Oui. Plusieurs ateliers, ça veut dire plusieurs entreprises qui pourront chacun prendre de tranches de 200 km, de 300 km. Et en 3 ans, si tout va bien, avec les financements qui est déjà disponible, ceci pourra être possible. C'est pour vous donner une indication que dans le plan du président de la République, que ce soit pour le mandat passé, que ce soit pour les nouveaux quinquennats, on ne regarde pas les provinces. On regarde d'abord les pays. Donc il faut peut-être cesser d'avoir cette forme de vue qui veut simplement regarder est-ce que chez nous, au Bandundu, est-ce que chez nous, à tel endroit, il faut penser Congo parce que c'est la nation qui existe et c'est la nation qui vient avant tout. Effectivement, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, pour enchaîner sur ce que dit Monsieur le Ministre, c'est effectivement ça qui a eu, c'est ce qui a causé un problème. Aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi 14, 15 ans 15 ans plus tard, on n'a pas... 16 ans bientôt. Bientôt 16 ans. On ne peut pas regarder en arrière et voir des projets frappants dans le programme sino-congolais. C'est parce qu'on a fait du saupoudrage. On a voulu satisfaire justement la géopolitique. On a voulu satisfaire des petits projets, ça et là, alors que là, on veut faire des projets structurants. Des projets qui peuvent... Évidemment, parce que les routes induisent des développements. Effectivement. Et donc, nous espérons avoir répondu à votre question. Merci. Aussi la cartographie prochainement de toutes ces routes qui seront construites. Elle sera disponible. En tout cas, de toute façon, nous, on va s'organiser parce que vous savez que nous, on a la culture de la relevabilité. Nous avions fait pendant la campagne ici les chiffres pour vous donner justement des indications d'où nous étions, où nous sommes et où nous allons. Je pense que nous pourrons revenir cette fois-là. Je me souviens qu'on n'a pas fini notre pari avec le ministre des ITPR.
Pourquoi ne pas aller sur terrain, aller les constater? Voilà. Monsieur le directeur général, c'est peut-être une idée qu'il faut avoir parce que les Congolais ont justement besoin de voir c'est à quoi servent les fonds publics. On va prendre monsieur Patrick Lokala pour ces questions. Et monsieur j'espère Labunda peut avancer. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Je tiens d'abord à vous féliciter pour cet exercice qui nous permet de poser des questions directes à nos dirigeants. Merci. D'abord, la première question, je voudrais revenir un peu sur... on parle beaucoup de la révisitation du contrat, ce qui est une bonne chose parce que, d'après les informations, la RDC a encore tiré profit de cette révisitation du contrat. Mais je voudrais revenir sur les deux parties, la partie congolaise et la partie chinoise. Semble-t-il, il y a des fonds qui ont été décaissés, ou soit dans ces contrats, il y a eu la construction de certaines routes. Mais l'on a décrié la surfacturation de plusieurs routes, notamment ici à Kinshasa. Mais j'ai comme l'impression, monsieur le DG, qu'on n'en parle plus. Où en sommes-nous avec les responsables de la surfacturation de routes concernant le contrat que nous avons avec les Chinois? Et au niveau de votre structure, qu'avez-vous fait pour éviter de tomber dans la même problématique de la surfacturation de routes qui vont être construites? Par rapport à la partie chinoise, il est vrai que le Congo a eu des motivations qui lui ont poussé à demander la révisitation, et d'ailleurs elle l'a obtenue. Je voudrais savoir, en termes de gains dans ces contrats, la partie chinoise a déjà gagné combien par rapport à ce contrat? Merci. En termes de minerais, et comment on peut évaluer en termes de fonds? Et par rapport à la dernière question, je voudrais justement savoir, le ministre a parlé de 10 ans, mais nous connaissons que nous avons des routes prioritaires, notamment les routes à dessert agricole, les routes d'évacuation des desserts agricoles. Quel est le schéma que vous avez établi pour la reconstruction de routes prioritaires, notamment les routes d'évacuation des desserts agricoles? Et quelle est la durée? Je crois que ce sont des questions qui peuvent nous aider à comprendre dans combien de temps le travail sera fait, parce que le Congolais en a tellement besoin, parce que nous n'avons pas de route. Et merci. Si nous avions des routes, j'espère que... Alors, bien avant que les directeurs généraux ne répondent, ici, il faudrait qu'on reste dans les limites qui sont les tiennes dans les débats. Parce que le volet SICOMIN est un contrat chinois concerné des grandes infrastructures. Et le président de la République a donné la perspective en disant qu'on allait désenclaver le pays. Il y a d'autres programmes qui sont en cours en même temps. Au niveau du ministère des Infrastructures, je vous donne l'exemple. Par exemple, nous, dans le cadre du programme de 145 territoires, il y a un volet qui est destiné aux routes des dessertes agricoles. Parce que les routes des dessertes agricoles ne sont pas... les travaux qui s'est fait, je ne suis pas expert dans le domaine, mais le travail qui s'est fait pour les routes des dessertes agricoles peut être bien différent des travaux qui se font pour les routes des dessertes nationales. Pourquoi? Peut-être pour les dessertes agricoles, on peut travailler dans l'urgence, parce qu'il faut évacuer en attendant de venir faire des enrobés, etc. Et donc, il y a cette différence qu'il faut faire dès le départ. Comme ça, monsieur le directeur Freddy Chimbo reste dans le champ qui est le sien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que le ministre a vraiment répondu à votre dernière question. C'est ça. Nous allons rester dans ce qui est dans nos attributions, parce que les routes de dessert agricole font l'objet de tout un ministère, de développement rural, et il y a toute une agence, enfin pas une agence, toute une structure, je crois office de route de dessert agricole quelque chose. Je n'aimerais pas dire que c'est un nom compliqué comme cela a été le cas avec moi. Mais pour revenir à votre question sur qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous préconisons pour ne pas tomber dans le même problème. Déjà, la revisitation n'a pas parlé de la surfacturation. Effectivement, monsieur le journaliste, la revisitation tendait à rééquilibrer la convention.
alors que les surfacturations ont été un comportement, je peux dire, permettez-moi l'expression, délinquant. Donc, les négociations n'ont pas visé le comportement de ces individus. Là, c'est la justice. C'est la justice. Les gens ont été cités, les structures. Là, vous savez, c'est depuis quelque temps que le commun, que le peuple décriait. Mais c'est là où nous avons salué hier, n'est-ce pas, le courage de l'inspecteur général, chef de service, qui a eu le courage de dénoncer à haute voix ce que les gens pensaient tout bas. C'est tout simplement scandaleux. Et c'est là où nous disons qu'il est important que le Congolais, que l'homme congolais, que le cœur du Congolais soit acquis pour le développement de son propre pays. Parce que la surfacturation a été l'œuvre de plusieurs... Ça prend une conjugaison de plusieurs éléments pour arriver à la surfacturation. Et donc, dans notre cas, nous allons nous rassurer, comme je l'ai dit, de suivre. Nous venons avec la philosophie d'un contrôle rigoureux. Et nous venons avec la philosophie d'un contrôle permanent. Nous allons nous rassurer que même de ce que nous recevons, que nous demandions de l'expertise. Nous avons ACGT, comme je l'ai dit, nous avons le bureau technique de contrôle, qui est aussi une structure capable de faire des contrôles techniques, mais nous n'allons pas nous empêcher de faire de la contre-expertise, d'avoir plusieurs opinions différentes, de manière à nous rassurer de la vérité des prix pratiqués. Alors, vous avez demandé combien les Chinois ont gagné dans le projet. Justement, c'est l'un des points de l'accord. Parce que pour répondre à cette question, il faut avoir des audits. Il faut un audit financier, il faut un audit technique pour qu'on se rassure de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà exploité comme minerai. Quelles sont les quantités qui ont été vendues, quelles sont les quantités qui ont été exploitées, ainsi de suite. Et pendant que nous étions en négociation, si on était parti dans les audits, on aurait carrément suspendu tout le contrat pendant longtemps. Alors, nous avons fait la première partie, on a convenu sur des points essentiels, mais le plus gros point, c'est que nous sommes tous acquis au principe des audits. Donc, au moment où nous vous parlons, comme hier on a relancé le programme sino-congolais, on se met avec la GECAMINE et la SICOMINE et on va justement commander ces audits indépendants qui vont justement nous renseigner sur ça. Et comme l'a dit M. le ministre, devoir de redevabilité oblige, nous reviendrons et nous répondrons avec des chiffres pour ne pas parler de manière figurée. Voilà, et la dernière question a déjà été répondue par... Alors, on va prendre la question de Jesper Labunda. Je vais demander à Oscar Mbal de s'y préparer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et Jean-Marie Kamboua. Après Oscar Monsieur le DG, vous ne cessez de reconnaître, de par votre allocution, le fait que de part et d'autre, c'est-à-dire du côté congolais et chinois, le contrat n'avait pas été respecté comme il se doit. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous rassurez l'opinion que vous aurez cette tâche-là de mener des contrôles permanents et rigoureux, quels sont les outils dont dispose, s'il faut le dire ainsi, le parti prenant à votre exercice pour réellement mener ces contrôles rigoureux et permanents? Et à votre niveau, comptez-vous rendre compte à l'opinion sur de quelle manière, il faut le dire, j'allais dire, excusez-moi, de quelle manière comptez-vous rendre compte à l'opinion sur l'état d'avancement de ces contrats? Merci beaucoup. Les outils, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la CGT, nous avons le bureau technique de contrôle et nous allons recourir à d'autres maisons de contrôle pour la contre-expertise. Et vous avez dit, votre deuxième question, c'était quoi? Comment comptez-vous, à votre niveau, rendre compte à l'opinion sur la sur redevabilité, justement. C'est pour ça que ça m'a échappé, parce que je me suis dit, mais quand vous avez posé, je me suis dit, mais le ministre avait déjà répondu à ça. Nous allons revenir. Mais aussi, il y a une autre dimension que nous ajoutons, parce que nous avons l'intention de travailler de très près avec la société civile. Il est important qu'on puisse recourir au contrôle citoyen. Ce sont les citoyens congolais qui sont donc, en fin de compte, consommateurs de ces infrastructures. On les implique. La société civile aura un regard et va décrier ou nous saisir pour toutes les inconsistances qu'elle verra.
Et nous aussi, de manière technique, on va déployer les équipes et on va faire une combinaison de plusieurs facteurs. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse à une redevabilité objective. Voilà, et nous, on va nous assurer, compter sur nous pour vous poursuivre, entre guillemets, pour nous assurer que ce que vous faites est bien vu et que ça correspond aux attentes du peuple congolais. Alors, Monsieur Oscar Mbal. Merci pour la question, disons la parole que vous m'accordez. Monsieur le directeur général, plusieurs Congolais, pour ne pas les citer, ont salué la signature de cet avenant qui remet l'État congolais dans ses droits. 7 milliards de dollars américains, c'est une bagatelle, une somme d'argent qui puisse aider la République à réhabiliter les infrastructures, comme vous l'avez souligné, avec une priorité, une emphase sur les routes. Ma question, c'est celle de savoir quels sont les critères, justement, qui ont présidé à la sélection des routes qui ont été citées dans le cadre de ce vaste programme. On a parlé de la route nationale numéro 1, qui commence de Kasumbalesa, passant par Ngouba jusqu'à Banana. Il y a des provinces qui ont été citées, où les routes seront réhabilitées. Et parmi ces provinces, je ne vais pas les citer ici, il y a des provinces qui ne connaissent pas vraiment des graves ou des grandes difficultés des routes que d'autres qui n'ont pas été retenues sur la liste. Je voudrais savoir quels sont les critères de sélection. D'accord, merci beaucoup, M. le journaliste. Merci, M. Oscar, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quelle liste vous parlez, parce que nous n'avons pas encore une liste officielle. Et dès que la liste officielle sera, c'est-à-dire que le ministère des Infrastructures aura formalisé une liste qui sera présentée à la CICOMINE pour financement, elle sera mise à la disposition de M. le ministre, elle sera mise à la disposition de l'opinion. Mais d'une manière générale, quels sont les critères? Comme l'a dit le ministre, la volonté de M. le Président de la République est de désenclaver le pays. Déjà, je dois vous dire que 7 milliards ne suffiront pas pour faire tout notre réseau routier prioritaire. Nous avons un gros déficit. S'il faut voir le réseau routier que nous avons, d'un peu plus de 50 000 km, s'il faut être conservateur, et s'il faut l'asphalter, nous allons beaucoup plus qu'au-delà de ce montant. Et même s'il faut atteindre seulement le niveau où la moyenne d'asphaltage en Afrique, qui est aujourd'hui à 25%, lorsqu'on prend le rapport route en terre contre route asphaltée, vous faites le pourcentage, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous avons un déficit énorme. Mais les critères qui vont militer pour la sélection de plusieurs projets, ce sera d'abord des projets qui seront intégrateurs. Il est important que nous puissions désenclaver le pays, que nous puissions connecter les routes qui en facilitent le développement. Et donc, je ne veux pas mettre la charrue devant le bœuf, mais nous pouvons vous donner l'exemple. Par exemple, ici, dans le cadre du programme sino-congolais, nous avons des projets qui sont en cours. Donc, les 7 milliards ne viennent pas suspendre les projets qui étaient déjà en cours. Nous avons lancé, par exemple, le projet de la réhabilitation de la route de Tchela à Singini. Et vous avez vu que dernièrement, M. le Président de la République a visité le village du premier président, le feu Joseph Kasavubu. C'est sur la route que le programme sino-congolais a commencé de réhabiliter. Nous avons des projets tels que la route de Kamanyola à Ouvira, qui est une route de souveraineté. On ne va pas l'abandonner. On a plusieurs autres projets, un stade à Kananga, aérogare à Chikapa, aéroport à Lodja, l'aménagement de Lumumba-Ville, qui a été déclaré ville, mais qui est encore dans un état de délabrement total. Tous ces projets ont déjà été alignés, ils ne seront pas abandonnés. Mais maintenant, nous venons avec d'autres projets. Et maintenant, pour ces projets-là, nous allons dans cette logique de désenclavement. C'est comme ça que nous avons parlé de la RN1. Mais tout ce que nous vous avons présenté, si on a parlé de la RN1, je peux vous citer par exemple Kalamba-Mbouji, qui va vraiment désenclaver le centre, qui est aussi considéré... Est-ce que le projet évolue? Parce que Kalamba-Mbouji, ça fait quand même jaser. Oui, le projet Kalamba-Mbouji n'était pas dans le programme sino-congolais. Nous voulons justement le récupérer. Nous voulons l'intégrer justement parce qu'il a fait jaser. Et c'est pour sauver la maison. Et troisièmement, nous avons par exemple la rocade
est-ce qu'on veut construire ici à Kinshasa pour désengorger le boulevard. La rocade. Dites-le en français facile, s'il vous plaît. C'est une route de contournement qui va aller de rond-point de Mboudi et entrer Kingatoko et jusqu'à chuter sur la sortie, le croisement du boulevard Lumumba et l'avenue Njoku. Oui. Un peu vers l'aéroport. Voilà, vers l'aéroport. Et donc voilà, mais ça, tout ça n'entame même pas encore 7 milliards. Et ça, ce sont des choses que nous comptons faire d'ici les 4 prochaines années, seulement avec 2 milliards. Et nous aurons encore 5 milliards qui vont justement continuer à prendre en compte plusieurs autres projets, parce que dans le cadre du programme sino-congolais, notre capacité justement d'absorption est faible. Mais je voudrais tout de suite vous dire que ça, c'est le programme sino-congolais. Mais nous ne sommes pas limités qu'au programme sino-congolais. La PCSC a vocation justement d'établir plusieurs autres programmes identiques au programme sino-congolais. Et là, nous avons un pipeline, pour dire en français, comme l'a dit M. le ministre, nous avons un téléchargement. Nous avons un téléchargement, 2 ou 3 projets de convention de collaboration qui prennent par exemple en compte le désenclavement de la province de Tanganyika, avec un linéaire de 450 km. Jacques Moudouba qui parlait de l'ex-Katanga. Voilà. Un linéaire de 450 km qui va de Kalemi à Manono. Et ça va nous permettre de valoriser tout le lithium que nous avons dans le Manono. Et à cela, nous allons ajouter, vont s'ajouter plusieurs ouvrages, un aéroport, une centrale hydroélectrique, ainsi de suite. Et nous sommes aussi en train de travailler sur la route nationale numéro 3 de Bukavu vers Kisangani pour désenclaver Walikale, toute cette zone-là. Et voilà. Donc, à part ce qui est dans le programme sino-congolais, nous avons aussi la responsabilité de chercher, et nous sommes activement en train de chercher des partenariats pour satisfaire, pour répondre à la vision du chef de l'État qui est celle de désenclaver le pays, de connecter les chefs-lieux et d'en faciliter ainsi le développement, un développement harmonieux. Alors, on va prendre la question de Jean-Marie Kamba, puis ce sera Gaëtan Magaliano. On terminera avec Freddy Thioyo et Pichou Moulumba. Il n'y a pas une journaliste femme qui pose une question. Merci beaucoup pour la parole. J'avais d'abord une petite observation. Nous avons eu à visiter la Chine, surtout à visiter une société qui était contractante en RDC. Nous l'avons approchée. Nous avons voulu comprendre pour quelles raisons les routes qu'ils construisaient en Chine étaient de meilleure qualité que celles construites en RDC. Il nous a été dit que chez vous, il y a un problème de corruption. Peut-être que dans votre travail, vous ferez quand même un effort pour que, lorsqu'un entrepreneur aura gagné un marché, qu'on évite des pourcentages qui entachent la qualité du produit à présenter aux Congolais. Alors, j'ai 2 petits détails pour savoir la vraie démarcation entre votre programme actuel et celui qui est dirigé M. Moïse Ekanga. Ça, c'est de 1. De 2, je voudrais aussi être rassuré par rapport à vos capacités d'absorption. On accuse toujours la RDC de ne pas avoir assez de capacités, de ne pas avoir assez de projets bancables pouvant permettre d'utiliser les fonds disponibles. Pouvez-vous vraiment nous rassurer que nous avons tous ces arguments afin de bien construire nos routes? Merci. Sur ces points précis-là, il va parler en parlant de capacité d'absorption. Ça, c'était hier. Parce que je pense que cette année, je ne me trompe pas, Nicolas Kazadi me compléterait à ses propos, nous avons absorbé près de 9 milliards en projets de la Banque mondiale. Jamais on a atteint un tel niveau. Je reviendrai sur des chiffres plus précis. C'est juste pour vous dire qu'il y avait évidemment cette question qui s'est posée à l'époque, mais ici, nous savons bien formuler nos besoins. Vous voyez, par exemple, nous avons, dans les cas de 145 territoires, un projet qui va engloutir en termes à peu près 1,7 milliard. Et donc, tous ces projets qui sont pilotés au niveau du justement à des besoins que nous avons déjà, j'allais dire, prédéfinis ou préidentifiés. Donc, de ce côté-là, vous pouvez avoir vos apaisements. Allez-y, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, de m'avoir
ainsi complété, précédé déjà dans la réponse. Je reviens donc pour continuer à vider cette question, comme ça je reviens à vos deux questions précédentes. La capacité d'absorption, vous avez aussi parlé des études. Et effectivement, les études posent un vrai problème. Parce que lorsque, par exemple, dans le cadre du programme sino-congolais, pour faire facile, nous avons dans le cadre de cette entente, de ce nouvel avenant, nous avons un minimum de 324 millions de dollars garantis chaque année pour construire nos infrastructures. Ça veut dire qu'on devrait être capable de construire entre 300 et 350 km de routes. Cela dépend s'il y a des ouvrages d'art, ainsi de suite. Mais si vous voyez, une année à 12 mois, nous avons deux saisons. Pendant la saison de pluie, c'est difficile de travailler. Et si, par exemple, maintenant, nous sommes au mois de mars finissant, on nous disponibilise 624 millions tel que cela est prévu. La première chose à faire, il faut faire des études. Maintenant, si ces études vous prennent 3-4 mois, par exemple, nous tombons sur la saison sèche. Nous terminons les études au milieu ou vers la fin de la saison sèche et on rend les études au début de la saison de pluie où on ne peut pas commencer les gros ouvrages. Et donc, on a perdu une année par manque de célérité. Les études sont indispensables. C'est pour cela que le président de la République a reçu le DG Nico Nzao et lui a donné des instructions quant à ce. Et nous, dès que nous sommes arrivés à la tête de la PCSC, l'une des premières choses que nous avons faites, c'était de solliciter auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la révision à la hausse de l'intervention du programme sino-congolais dans nos frais de fonctionnement. Et nous avons disponibilisé de cette enveloppe, une partie d'argent pour que la CGT commence déjà sans aucun projet des études avant sommaire, des études sommaires plutôt avant projet. Et donc, ils ont, à l'heure actuelle, la CGT, avec cette facilitation, a pu déjà larguer 5 antennes à travers la République démocratique du Congo qui récoltent ainsi des données chaque jour. C'est ça leur travail. Et donc si nous continuons dans cet élan-là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura beaucoup d'études, parce qu'il faut d'abord les études sommaires qu'on va après rendre bancables. Donc, au lieu d'attendre, on croise les bras jusqu'à ce que l'argent vienne et on commence les études, nous voulons être proactifs au lieu d'être réactifs. Alors, le problème de la démarcation, enfin la question par rapport à la corruption. La corruption, c'est soit on est corrompu, soit on ne l'est pas. C'est une question de cœur et nous n'allons pas... C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. En fait, la corruption, c'est un peu comme l'excellence et la médiocrité. C'est question d'homme. Vous voyez, je ne veux pas dire quoi que ce soit par rapport à ceux qui ont précédé le ministre de la Communication à la communication. Mais hier, nous traitions les images de la RTNC d'échographie. Aujourd'hui, ce sont des images à haute définition. C'est une question d'homme. Oh là là. Décidément, bien trouvé. Alors, par rapport à la démarcation entre l'APCSC et le bureau que dirigeait le sénateur Moïse Ekanga, la démarcation, elle est simple. C'était un service administratif, un service déconcentré de la primature, un secrétariat exécutif qui n'avait que la mission de coordonner les différentes activités pour le programme sino-congolais. Ici, nous, ce n'est pas ça. Il s'agit d'un établissement public avec autonomie de gestion qui a pour vocation d'être l'interface de la République, du gouvernement de la République dans toutes les conventions de collaboration. Nous ne sommes plus limités au programme sino-congolais, nous existons pour toutes sortes de conventions de collaboration et nous souhaitons qu'il en pleuve. Voilà, merci beaucoup. On va aller rapidement pour les questions. Gaëtan? Freddy, sans objet, ok. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, vous êtes une agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration.
le contrat chinois est l'un de vos volets, en fait, nos minéraux contre des infrastructures de base. Mais comment vous allez faire? La question, elle est celle-ci. Comment vous allez faire pour signer de nouveaux contrats de collaboration avec d'autres partenaires privés pour de matières premières non certifiées? Par exemple, le bloc pétrolier, le gaz, l'or. Une autre question que je voudrais poser, malgré que vous avez dit que vous n'avez pas encore une liste établie du ministère de ZTPR qui a vocation de construction de routes, ainsi de suite, mais est-ce que l'APCLC a le pouvoir d'insérer quelques provinces lorsque vous allez lancer le programme de 6 km de route pour 15 ans? Par exemple, j'ai été une fois à Bouta et Isiro. Une bouteille d'eau peut passer de 3 000 à 5 000 francs. Une bouteille de coca peut passer de 2 000 à 8 000 francs parce qu'il y a un problème de route entre Bouta, Kisangani et Bumba. Merci beaucoup. Merci, M. Gaëtan. Déjà, à la dernière question, oui, la PCSC n'a même pas besoin de faire des routes de 6 km. Nous voulons justement attirer des partenariats qui peuvent justement connecter les différents centres de consommation et des centres de production. Donc des routes à travers la République. Et pas que les routes, mais parce que vous parlez des routes, je réponds par rapport aux routes. Donc, pas seulement dans le cadre du programme sino-congolais, nous sommes obligés, c'est pour ça que nous existons. Et c'est pour ça que nous travaillons. Nous vous avons dit tout à l'heure de ce qu'on fait. On envisage pour le Tanganyika, et nous vous avons dit tout à l'heure de ce qu'on envisage pour l'Est de Bukavu jusqu'à Kisangani. Alors maintenant, comment nous allons faire pour signer des conventions de collaboration avec des réserves, enfin même pas des réserves, des matières qui ne sont pas certifiées? C'est ça le grand problème. C'est un peu comme la problématique des études. On a un problème, mais on a besoin de solutions. On n'a pas encore de solution, mais on ne va pas rester les bras croisés. On doit faire quelque chose. Nous allons donc par étapes. Nous avons, par exemple, dans le cadre du programme sino-congolais, signé avec des clauses qui prévoyaient justement la certification. Et c'est l'un des acquis aujourd'hui de cette renégociation parce que les principes doivent être suivis en fait. Le principe était acquis, mais bon, personne ne l'a suivi. Les gens, le Congolais s'est jeté sur autre chose. Mais là, par la volonté clairement exprimée par le président de la République, nous devons absolument obtenir la certification. Et dans le cadre du programme sino-congolais, les audits et la certification vont de part et on va lancer ça incessamment. Et c'est la même stratégie que nous prenons. Nous allons, lorsque nous apportons un partenaire et qui a des assets miniers ou ressources naturelles à mettre en collatéraux, nous aurons toujours cette clause-là que le tout va commencer par la certification. Tout à fait. Mais nous allons aller plus loin. Parce que nous ne sommes pas limités qu'à faire venir des partenaires. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de réserves. Pour que nos assets miniers deviennent des réserves, il faut qu'on fasse des forages, des sondages, et que la valeur du sous-sol soit certifiée. Et c'est là où les gens enterrent des millions, des centaines de millions, parce que vous pouvez creuser, arriver là, il n'y a rien. Et c'est là où se pose le problème. Alors nous, à la PCSC, nous avons imaginé un programme qui fait que nous sommes activement en train de parler avec des partenaires, je préfère ne pas encore les citer, des partenaires qui vont venir et le gouvernement va disponibiliser pour nous des gisements avec des réelles perturbations géologiques, c'est-à-dire avec des réelles indications de potentiel, et ils vont venir et ils vont tout faire, ils vont faire le sondage, ils vont certifier et on va se partager. Ce sera un partenariat. Et à partir de ce moment-là, je donne un exemple, ce n'est pas que c'est ce qui sera. Un exemple, si on a par exemple 20 milliards et que ces gens se tirent avec 5, nous avons 15. Ça veut dire que nous avons maintenant 15 milliards cash dont nous pouvons prendre une partie, investir dans les infrastructures, les mettre à la disposition du ministère des Infrastructures, mais une autre partie que nous pouvons maintenant utiliser, mettre à la disposition du ministère des Mines pour justement certifier, et à la disposition de la GECAMINE ou de la MIBA, ainsi de suite, pour certifier leurs gisements. Et lorsque nos gisements commencent à être certifiés, ça va être un effet boule de neige, parce que nous avons ici des gisements certifiés,
qui nous donne de l'argent, qui certifie d'autres gisements, qui nous donne de l'argent, qui certifie. Et on n'aura plus ce problème d'avoir des partenariats à essai. En tout cas, je sais que ma collègue de BIN travaille notamment dans le Kasaï avec une firme qui s'appelle, je pense, Excalibur, oui, qui fait ces travaux-là. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir dans ces briefings avec elle pour aller un peu plus en profondeur. On va prendre les 2 dernières questions qui restent parce que nous avons un élément d'actualité. Nous tous nous plaignons justement du soleil, de la canicule. Nos équipes avaient interrogé le vice-ministre de la Santé qui nous partagera quelques mesures. Je crois que ça, nous y reviendrons à la fin. Pichou Mounoubavene pour votre question. Dadi Songozo, vous poserez la dernière et puis nous prendrons l'élément sur la canicule pour terminer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Permettez-moi de porter la voix d'un confrère qui suit ces briefings à partir de la France. C'est Israël Moutala, pour ne pas les citer. Sa préoccupation s'adresse au DG Yodi Shembo. Et sa question est la suivante. Ne peut-on pas utiliser les 7 milliards comme levier afin de mobiliser 15 milliards de dollars et ainsi accélérer le projet des constructions et des réhabilitations des infrastructures? Moi, j'ai une deuxième préoccupation. Vous venez de dire, Monsieur le DG, que vous avez plusieurs conventions de collaboration en téléchargement avec les partenaires étrangers. Quelle est la place des entrepreneurs nationaux dans votre démarche par rapport à la modernisation du pays? Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous poser une dernière question qui est d'actualité. Et quel commentaire vous faites sur la vague des réactions enregistrées à la suite de la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo? Vous êtes pasteur dans une autre vie. Bon, peut-être très rapidement, pour répondre à cette question, vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons, évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... j'ai vu notamment l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi. Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives. Et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes le gouvernement, nous devons nous assumer et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre et qui l'atteste et qui fixe, je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. Ce ne sera pas à la tête du client, on se réveille un matin, on se décide, Monsieur Pichou Moulumba, vous êtes éligible. Non, c'est parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés qui permettront d'arriver à cette conclusion. Donc, on comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense qu'au contraire qu'il faut continuer à travailler avec lui, mais tout ça, ça relève de l'injustice et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions. Et voilà, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais rester loin de la peine de mort et je vais revenir à la PCSC et au programme sino-congolais. Je veux déjà, monsieur le ministre, vous compléter un peu par rapport à la certification. Justement, vous avez parlé d'Excalibur, qui est un projet très bien, qui est déjà en cours dans le Kasaï avec Madame la ministre des Mines, qui est monsieur le ministre des Finances, qui sont en train de travailler. Mais voici la différence. Ce qu'Excalibur est en train de faire, c'est prendre la photographie à partir d'en haut. Ils sont en train de prendre à partir de l'espace pour montrer où se trouvent des perturbations et montrer qu'il y a des indications des minerais. Mais ici, nous sommes en train de parler du sondage. Ils sont aussi capables, mais le contrat ne va pas jusque-là. Mais nous voulons justement nous servir de ce qu'Excalibur montre. Ici, il y a des soupçons réels et on met une entreprise qui va maintenant en profondeur
pour permettre de certifier. Ça, c'est juste pour compléter. Merci pour la question, M. Israël, qui nous suit à partir de France. Nous avons déjà pensé, on a déjà entendu des gens nous parler de ça. C'est un angle que nous allons essayer de prendre avec le ministre des Finances, discuter un peu, voir la faisabilité, parce qu'il y a le mécanisme de financement dans le programme sino-congolais. Les 7 milliards ne sont pas mis à la disposition de la République démocratique du Congo, mais ils sont disponibilisés et sont utilisés au fur et à mesure que les projets sont exécutés. Et donc, ce sont des choses qu'on va voir avec le ministère des Finances et voir si la proposition, la suggestion intelligente de M. Israël peut trouver son écho dans le cadre du programme sino-congolais déjà, sinon pourquoi pas l'incorporer dans les projets, dans les conventions à venir que nous aurons à négocier. Alors, pour la place des entrepreneurs congolais, dès que nous sommes arrivés à la tête de la PCSC, ça a été notre premier combat. Nous avons dit qu'il est impossible, inacceptable, que le Congolais ne participe pas à la construction de son propre pays. Parce que dans l'ancienne formule du programme sino-congolais, tous les ouvrages étaient exclusivement exécutés par des entreprises chinoises. Mais là, c'est une innovation. Encore une fois, coup de chapeau, sous l'impulsion du président de la République, il faut qu'un certain pourcentage, en dehors de l'application de la loi sur la sous-traitance, je parle ici de la répartition des ouvrages par 2 partenaires. On est partenaire, il faut que nous puissions aussi participer, avoir un quota qui nous est réservé. Et donc, dans les discussions, on a aussi réussi à trouver un compromis. Et désormais, donc, d'ailleurs, nous avons reçu à la PCSC des entrepreneurs congolais. Désormais, donc, des partenaires congolais vont, s'ils ont les capacités techniques, parce que là aussi, il faut que les compatriotes soient sérieux. Il faut que ce soit un travail sérieux. Je leur ai dit en face que généralement, c'est des gens, pas eux, hein, pas tous, mais vous avez certains entrepreneurs, ils gagnent un marché. La première priorité, c'est aller se taper 5 femmes à la cité, et vous le cherchez, vous ne savez plus où le trouver. Et ils ont ri, ils ont dit non, au lieu de 5 femmes, monsieur le DG, on vous montrera 5 routes. J'ai dit voilà, j'accepte l'échange de la substitution de ces choses. Donc nous voulons des entrepreneurs congolais sérieux. Ils ont fait l'épreuve avec le jeu de la francophonie. Le stade du 20 mai a été renouvelé, je crois, par un entrepreneur congolais. Ainsi de suite. Donc, ils ont leur place et ils ont leur quota, mais nous allons vraiment leur demander de faire un travail sérieux pour qu'il y ait transfert de capacité. Et d'ailleurs, nous avons décidé à la PCSC d'approcher les universités techniques telles qu'IBTP, IEC, qui produisent des techniciens, des ingénieurs qui sont produits à l'UNIKIN, ainsi de suite. Nous avons déjà établi un principe que nous allons commencer à engager les meilleurs étudiants. Ils auront leur place à la PCSC, les lauréats, peut-être 2, 3, pour que notre jeunesse ait l'opportunité aussi de se développer. Voilà. On va prendre la question de Dadi pour terminer. Merci pour la parole. La question concerne la célébration de la journée internationale de la francophonie. C'est mercredi 20 mars. Et le gouvernement a décidé de ne pas célébrer cette journée. Patrick Mouyaya est le porte-parole du gouvernement. Est-ce que ceux qui nous suivent peuvent avoir une idée sur les motivations de cette décision? Et je termine en demandant, quand on parle d'évaluation, vous allez évaluer l'apport de la francophonie. Est-ce que la francophonie sert la RDC quelque part? Cette évaluation va aboutir à quoi? À ce qu'un jour la RDC quitte la francophonie? Merci. Écoutez, mon collègue des Affaires étrangères pourra sûrement mieux vous répondre parce qu'il gère la question de la francophonie au quotidien. Je veux vous partager un petit témoignage avant de faire un commentaire sur... Il y a quelques jours, j'ai déjeuné avec un député français qui était ici en séjour à Kinshasa. Il s'appelle Aurélien Taché. On parlait justement de la francophonie parce qu'il est venu dans le cadre d'une mission d'inspection pour voir comment les Congolais perçoivent leur appartenance dans la francophonie. Mais je lui ai dit tout de suite que nous ne sentons pas suffisamment considérés, entre guillemets, parce que nous sommes le premier bassin de la francophonie au monde. En termes de locuteurs, nous venons devant la France, je ne parle pas en termes d'étendue, en termes d'étau.
Mais nous avons noté qu'il n'y avait pas le soutien qu'il fallait dans cette crise. En tout cas, venant de la francophonie, avec des propositions concrètes, au-delà des condamnations classiques, pour arriver au résultat. Nous comprenons. Vous savez qui dirige la francophonie. Nous avions fait les Jeux de la francophonie où la secrétaire générale attendait de se faire inviter pour venir pour une activité qui était sous sa direction. Et je l'ai vu de retour en France faire une communication pour dire mais la francophonie devrait s'exprimer. La secrétaire générale de l'OIF, parce que la francophonie n'appartient pas à un État. Malheureusement, dans la francophonie actuelle, on confond son ex-rôle peut-être à la tête des affaires étrangères du Rwanda, secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou de Congolais qui sont tués tel que cela se passe. Première chose. Deuxième chose, nous étions à Tunis avec le Premier ministre chef du gouvernement, vous vous souvenez de la photo qui a été boycottée, parce qu'il faut passer des messages. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par le drame qui ravage nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'Est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit qu'il faut qu'on se retire de la francophonie, entre guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement de l'attitude de l'organisation. Mais on ne va pas sur l'échelle dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement et les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC, d'agir. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup de Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils sentent pas, ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, de compassion par rapport au drame que nous connaissons. Voilà. Alors, en accord avec la technique, nous allons prendre un élément avec le docteur Olen qui porte sur la canicule. Je crois que vous tous, vous prenez beaucoup d'eau, plus que d'habitude, parce que nous sommes tous en train de subir les effets des ultraviolets. En accord avec la technique, on va écouter les docteurs Olen et puis on va revenir pour la conclusion de cet exercice de redevabilité. Bonjour, nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa. Les pluies ont été inhabituelles et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vent qui sont venues de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement, qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire,
et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives, commencer d'abord par la sensibilisation de notre population, demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme, parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens, et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux, et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereux. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation. Éviter l'alcool. Éviter l'alcool, c'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs Olen, le vice-ministre de la Santé, qui nous prodigue de conseils. Donc il faut boire de l'eau sans avoir soif, ou ne pas attendre d'avoir soif, il faut prendre de l'eau. Nous allons nous assurer que nous partageons cette vidéo, comme ça nous tous on est sûrs qu'on est assez sensibilisés pour nous préserver de ces ultraviolets, de ces rayons solaires qui sont particulièrement frappants. Monsieur le directeur général, on a terminé cet exercice. Quels peuvent être vos mots pour conclure? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pour conclure, je voudrais vraiment vous remercier. Remercier la RTNC par votre personne pour nous avoir offert cette plateforme pour faire connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale cette structure qu'est la PCSC. Je voudrais, avant de terminer, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a placé en nous sa confiance pour conduire une entité d'une telle importance et envergure. Et je voudrais remercier aussi Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son accompagnement. Il a été exceptionnel dans l'accompagnement qu'il nous a donné et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. J'aimerais dire à mes frères et sœurs congolais que nous avons une opportunité ici de travailler vraiment pour le développement de notre pays. Depuis toujours, nous entendons que nous sommes un scandale géologique, nous sommes un pays avec un potentiel de richesse énorme. Et en même temps, nous sommes classés parmi les plus pauvres. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'infrastructure. Les autorités du pays se donnent de la peine, se creusent la tête et ont trouvé une solution en créant cette agence qui est une innovation. Voyez en l'APCSC le trait d'union entre nos richesses naturelles et les infrastructures pour que par la valorisation de ces richesses, nous puissions arriver à la construction des infrastructures. Par rapport au programme sino-congolais, j'aimerais qu'on retienne que nous sommes déterminés à changer la face de ce programme. Nos partenaires chinois peuvent être rassurés que lorsque nous disons changer la face, nous allons aussi garantir leurs droits parce que c'est une convention. Ils n'ont pas que des obligations, ils ont aussi des droits et leurs droits seront aussi respectés. Mais qu'on se souvienne que ce programme a été mis en place pour la construction des infrastructures de notre pays et ces infrastructures doivent être construites. Pour le reste, la PCSC va continuer les réflexions et se mettre au service comme le bras ouvrier du gouvernement congolais
pour un développement harmonieux de nos infrastructures. Merci, Monsieur le ministre, pour la confiance et merci pour l'opportunité. Non, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un établissement public, vous fonctionnez sous la direction directe du Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons eu beaucoup de temps des discussions en Chine. C'était véritablement des bonnes discussions et pour la première fois, nous avons l'opportunité de faire cet exercice. Merci. Il y a évidemment un besoin d'accompagnement pour que les médias puissent être témoins de cette révolution qui se fait, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on va s'assurer que Jacques Moulouba et d'autres confrères, le moment venu, puissent aussi faire le voyage et palper du doigt ce qui s'est fait réellement dans le cadre de cette grande initiative. Et donc, de la Chine, on a ramené beaucoup de choses. Voilà, on va terminer sur cette note, cet exercice de redevabilité. Je rappelle qu'il faut éviter l'alcool et boire beaucoup d'eau. Et boire beaucoup d'eau pour vous assurer que nous nous protégeons de la canicule. Pensez à nos enfants et pensez aux personnes âgées. Merci de votre participation. À bientôt.